Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Oxygène, un nouveau numéro un peu particulier puisque comme vous le savez, nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et il nous est apparu important de faire un point sur la santé, ce qui est totalement évincé des débats, du moins pour le moment, dans la campagne présidentielle. Alors pour ce faire, on avait les clients, si j'allais dire, idéaux, puisque Nicole de Lépine, que tout le monde connaît, mais également son époux, Gérard de Lépine, vous venez de faire paraître un nouvel ouvrage chez Fauve Édition, Soigner ou obéir, les premières mesures urgentes pour éviter le naufrage. Alors évidemment, c'est un livre qui fait un constat du système de santé, un constat relativement accablant. D'ailleurs, vous faites souvent une comparaison avec le Titanic, comme ça au moins on est fixé. Et dès le titre, donc Soigner ou obéir, vous mettez en avant un paradoxe incroyable que peu de personnes imaginent. Aujourd'hui, lorsque l'on est médecin, on est confronté à un choix que l'on doit faire. Est-ce que l'on doit respecter la loi ou est-ce que l'on doit respecter l'éthique? Alors, on va rentrer plus précisément dans cet ouvrage, dans la deuxième partie de cette émission. Et on va commencer, comme d'habitude, Nicole, avec l'actu de la santé. Alors pour cette première information, dans l'actu de la santé, on va s'intéresser, Nicole, à la consommation d'antibiotiques. Alors dans les années 2000, la consommation avait un petit peu baissé, sans doute grâce à la fameuse campagne que tout le monde a en mémoire, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et là, depuis quelques années, on voit que la consommation est repartie à la hausse et ça inquiète évidemment les différents organismes de santé, notamment l'OMS, puisqu'ils ont évoqué le risque accru d'antibiorésistance, c'est-à-dire que les gens malades ne seront plus réceptifs finalement aux médicaments antibiotiques qu'on pourrait leur donner. Alors est-ce que vous avez peut-être une réaction vis-à-vis de cette information? Moi, une brève réaction, c'est qu'il faudrait déjà essayer que l'agriculture consomme beaucoup moins d'antibiotiques que ce n'est le cas et que la grosse majorité des antibiotiques sont consommés dans l'élevage intensif. Donc si on se battait, là on a une émission santé, on peut en parler effectivement, si on se battait pour une agriculture biologique et non intensive, on aurait sûrement déjà beaucoup moins de problèmes d'antibiotiques et surtout moins de risques d'antibiorésistance à long terme. Oui, ça me paraît effectivement la première cause de résistance aux antibiotiques, c'est la prise de faibles doses d'antibiotiques. Des doses qui permanentes et de manière insidieuse en fait. Voilà, c'est le principe qu'on utilisait à la Rome antique pour éviter d'être empoisonné. On prenait chaque jour une toute petite dose de poison. Et bien actuellement, grâce à l'élevage intensif, on prend chaque jour de toutes petites doses d'antibiotiques diverses à des doses qui ne sont incapables de tuer les germes, mais tout à fait capables de les entraîner à résister. Parfait, alors on va passer à la deuxième information d'Oxygène. On avait déjà évoqué le problème de la dépakine, avec notamment une patiente, Sabrina Naprix, qui était venue nous en parler. Donc la dépakine, qui est un médicament qui, lorsqu'il est administré à des femmes enceintes, peut avoir des conséquences dramatiques sur le fœtus. Les victimes seraient au nombre de 14 000 pour l'heure, du moins c'est les premiers chiffres et les chiffres dont on dispose aujourd'hui. On peut imaginer bien entendu qu'ils seront bien supérieurs au fur et à mesure de l'enquête, si enquête sérieuse il y a. Néanmoins, l'Assemblée nationale a voté le 15 novembre dernier l'indemnisation, entre guillemets, des victimes de la dépakine avec la création d'un fonds d'indemnisation. Alors, je pense que pour les téléspectateurs, ça serait important que vous nous expliquiez, parce qu'on se dit, si le médicament est reconnu entre guillemets coupable d'effets secondaires qui n'étaient pas, parce que là, dans ce cas précis, dans un premier temps, ils n'étaient pas spécifiés sur les notices, on se demande pourquoi il y a un fonds d'indemnisation national qui est créé, alors que finalement, la faute revient au laboratoire qui l'a produit, Sanofi. Alors, la faute ne revient pas seulement au laboratoire. Il revient en premier plan au laboratoire, mais également à l'insuffisance des moyens de contrôle de l'État dont nous sommes responsables, les agences de médicaments et les experts qui n'ont pas regardé la littérature internationale. Ce qui est très choquant dans cette affaire, c'est que les dangers étaient connus depuis les années 81. J'ai personnellement vu 5 articles internationaux en langue anglaise, dont une étude qui était faite par le registre des malformations de Rhône-et-Alpes, qui a été cité par le Control Disease d'Atlanta dans les années très tôt, disant que c'était responsable, qu'il y avait un taux totalement anormal et qui accusait la dépakine. Mais ça, on s'en est pas occupé. Et le registre des anomalies du fœtus, depuis, a vu ses crédits supprimés et a dû fermer.
Alors on va passer à la troisième brève qui peut-être vous intéresse tout particulièrement puisqu'elle concerne un service de cancérologie du CHU de Nantes, puisque je ne l'ai pas rappelé évidemment au début, mais bon c'est vrai que Nicole, maintenant tout le monde vous connaît, vous travaillez tous les deux en cancérologie, Nicole en oncologie et Gérard, vous étiez plutôt en chirurgie orthopédique il me semble. Chirurgie cancérologique orthopédique. Et donc là, la dernière information, c'est que 3 patients traités pour un cancer au CHU de Nantes sont décédés en 3 jours et il y a un 4e qui est hospitalisé. Ils étaient atteints d'un lymphome. Visiblement, ils étaient en cure chimiothérapique avec autogreffe. Alors, vous nous expliquerez peut-être en quoi ça consiste. Mais visiblement, le médicament auquel ils étaient habitués, qui s'appelait le Melphalan, a été remplacé et ce serait à la suite de ça qu'il y aurait eu ces décès. Alors, à la suite ne veut pas dire consécutif. Oui, moi j'aimerais bien qu'on soit extrêmement clair par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que, on ne sait rien, quand même. Donc, moi, j'aime pas beaucoup parler des choses pour lesquelles on n'a aucun document scientifique. On met en cause un petit peu dans les radios diverses, un médicament qui est connu depuis, c'est un des premiers médicaments cytotoxiques, enfin qui tue les cellules cancéreuses, qu'on a utilisé depuis les années 70, à petite, à grosse dose, tout le monde le connaît bien. Et nous, ce qu'on imagine, mais alors vraiment on imagine, puisqu'on n'a aucun document, c'est pour ça que c'est un petit peu tôt pour en parler, c'est que c'est peut-être l'association avec d'autres médicaments, en particulier éventuellement des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été mis dans le programme de certains essais thérapeutiques alors qu'on connaissait leur danger. Pas forcément le cocktail, éventuellement un médicament précis dont on sait qu'il peut donner des insuffisances cardiaques graves. Je ne sais pas si d'ailleurs en l'occurrence ce sont des insuffisances cardiaques qui ont tué ces malades, donc moi je ne veux pas en dire plus. Pour l'instant de toute façon on ne sait pas grand chose. Ce qu'on sait c'est que le ministère de la Santé par la voix de Marisol Touraine a ouvert une enquête, elle a saisi l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. 3 morts en peu de jours, ça justifie au moins ça quand même. Ça fait un par jour. Au moins ça. Alors moi je voudrais quand même attirer l'attention du public sur une information qui est donnée, mais qui est complètement sous-estimé. On a laissé un laboratoire abandonner la fabrication, la commercialisation d'un médicament d'usage courant. C'est totalement intolérable. On a arrêté de leur administrer ça parce qu'il n'était plus disponible. Oui, que fait le ministère pour assurer que les médicaments utiles, et on reconnaît que le Melphalan est un médicament utile, soient à disposition du public? C'est exactement le même problème que pour les vaccinations où le DT polio a disparu parce que ça n'arrangeait pas le laboratoire qui préfère vendre un hexavalent à 60 € qu'un DT polio à 15. Il faudrait quand même qu'on donne une règle que lorsqu'un laboratoire n'est pas capable d'assurer la commercialisation d'un médicament, mais il perd son brevet, que ça tombe dans le domaine public et que tous les génériqueurs ont le droit de le faire. C'est une mesure simple et qui, je pense, ne devrait pas poser de problème, puisque ce sont des médicaments qui, de toute manière, n'ont plus l'exclusivité du brevet, puisque c'est fini. C'est un vieux médicament. Donc c'est quand même complètement aberrant qu'on laisse créer. À quoi sert la force publique si elle est incapable d'assurer l'approvisionnement régulier en médicaments de la France? Parfait, ça fera une autre mesure peut-être à rajouter dans ce cas-là. Éventuellement, oui. On va passer alors au dossier du jour. Allons-y. Vous écoutez les yeux fermés les recommandations des médecins? Les yeux fermés, non, mais il y a un moment donné, vous êtes compétent ou pas, je veux dire, quelque part. Donc la limite, elle est là. Évidemment. C'est bien leur métier. Il y a des fois des produits qui ne vont pas avec les autres personnes. Moi, personnellement, j'ai eu aucun souci. Certains médicaments, je ne préfère pas les avoir parce que j'écoute la presse, je lis sur Internet. Et lui me dit qu'il ne faut pas en tenir compte, ici et là. Donc les médicaments me sont prescrits, malgré moi. Vous faites attention aux médicaments prescrits sur les ordonnances? Oui, sur ça, oui. On n'est jamais sûr de se comprendre. Je cherche quand même de mon côté. Donc vous faites un travail de vérification derrière? Exactement, oui, bien sûr. Depuis quelques temps, je me pose des questions par rapport à l'efficacité et aux compétences du corps médical. C'est la pharmacienne qui, en voyant l'ordonnance, a trouvé qu'il y avait effectivement un problème. Ça, c'était une fois. Une deuxième fois, c'était une ordonnance pour avoir des tests d'une prescription d'antibiotiques. Et en regardant le spectre d'activité des antibiotiques, je me suis aperçu que ce n'était pas compatible avec ce qu'on cherchait. Donc en fait, l'antibiotique en question était inefficace. Je pense qu'ils sont tenus d'avoir des résultats par rapport à certains médicaments, par rapport à des statistiques. Et ça les met parfois, je pense, dans des positions assez inconfortables.
Alors pour ce dossier du jour, je l'ai dit, soigner ou obéir, finalement c'est les médecins à l'épreuve du choix. Et dans un premier temps, après avoir parcouru cet ouvrage, il m'est apparu une chose fondamentale dans toutes ces questions autour du domaine de la santé, c'est la catastrophe humaine que tout cela engendre. Alors évidemment, la première chose, c'est, vous le répétez à maintes reprises dans l'ouvrage, finalement l'hôpital est devenu une entreprise comme les autres. C'est là où le profit règne et où les administrateurs, les managers et les grands fonctionnaires, entre guillemets, de l'État qui ne connaissent finalement pas grand-chose à la médecine, décident. Oh, ils ont choisi quand même, c'était un choix, bon, on n'aura sûrement pas le temps de détailler, mais ça a quand même été un choix sur une trentaine d'années de transformer le système de santé qui était purement là pour soigner les gens et quel que soit leur revenu, en entreprise comme les autres, en marchandise comme les autres, au terme d'une réflexion internationale dans les années 80-84, les années Thatcher, pour dire que c'est une marchandise comme les autres, et les accords internationaux, et en particulier les traités et ce qu'on a signé à l'Union européenne, donnent toute liberté à ce qu'effectivement ce domaine devienne une marchandise. Alors, ça a été fait relativement discrètement avec des lois successives depuis 84, la loi Evin, puis en 91, et puis on aura les ordonnances Juppé en 1997 qui met en place les premières agences régionales d'hospitalisation qui vont mettre déjà en place la bureaucratie de façon assez terrible dans l'hôpital public. Puis on va avoir, je vais en sauter, mais enfin les plans cancer, et puis la loi HPST, Hôpital Santé Territoire Patient, qui dite la loi Bachelot, qui a transformé les agences régionales d'hospitalisation en agences régionales de santé, c'est-à-dire mettant cette bureaucratie sur l'ensemble des médecins, du corps médical, des soignants, etc. On reviendra après sur les agences régionales de santé. Donc voilà, et puis évidemment la loi Touraine qui a été la cerise sur le gâteau en transformant carrément le médecin comme esclave ou robot de la bureaucratie, puisque l'article 1 de la loi Touraine, votée fin décembre 2015 et paru au JO en janvier 2016, dit très clairement que c'est l'État qui décide de la santé. Donc, si vous voulez, on est quand même effectivement dans une catastrophe, puisqu'on est effectivement devenu une entreprise et que ça se voit comme dans les autres entreprises. C'est-à-dire quand vous voyez, bon, vous avez su, on a déjà parlé ici, je crois, le professeur Ménien s'était suicidé à l'hôpital Pompidou. Suite à ça, il y a quand même une association qui s'est formée et du coup qui récupère beaucoup de témoignages sur le harcèlement qu'ils ont subi un peu partout dans les hôpitaux en France. Oui, parce que c'est ça, pour faire appliquer les règles, parfois il y a des médecins récalcitrants qui prennent le système de plein fouet. Maintenant, c'est pas parfois. Enfin, vous en savez quelque chose. C'est pas parfois, c'est devenu la règle. Et si vous voulez, les témoignages sont extraordinaires parce que les lettres, les articles qu'ils publient, les gens qui travaillent à la Poste vous disent bah, c'est exactement comme ça que ça se passe. Les gens qui ont travaillé chez Orange ou à France Télécom vous disent bah, c'est exactement comme ça. C'est le rendement. Si tu as 20 vieilles personnes à faire manger, ben, tu n'as pas le temps, et ben, tu vas les gaver pour aller vite. Et puis c'est comme ça. Et moi, écoutez, j'ai fait une conférence il y a 48 heures à Lons-le-Saunier. Et après la conférence, il y a une cadre santé qui est venue boire un verre et qui a témoigné de ce qu'elle vivait dans les EHPAD. Les EHPAD, c'est les anciennes maisons de retraite médicalisées où on paye quand même 2 500 €. La famille paye 2 500 € par mois. Il y a un budget dépendance et puis il y a le budget soins sécurité sociale. Et cette femme, elle m'a quand même dit, apparemment, elle fait ça la nuit, elle dit combien de fois je rentre chez moi en pleurant à m'envolant. Parce que les conditions de soins de ces vieilles personnes sont absolument catastrophiques. C'est invraisemblable. C'est encore pire que tout ce qu'on a pu vivre dans les hôpitaux publics d'aigus. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors on a vu que donc quand je disais catastrophe humaine, on voyait que vraiment catastrophe humaine. Alors je devrais dire pour les patients. Et voilà, pour évidemment, les patients, mais également pour le personnel soignant. Le personnel soignant, ce sont des gens pour les soignants qui ne peuvent pas faire leur tâche. Ils disent moi j'ai choisi comme infirmière être soignante ce métier parce que j'avais envie de faire de l'humain. J'ai plus le temps de discuter, de soigner, de faire un petit massage à une vieille personne ou à une jeune d'ailleurs. Ne serait-ce le fait de passer du temps avec et de parler avec. Et puis aux médecins, c'est absolument catastrophique. Il faut quand même voir que quand vous avez fait un métier où vous avez appris
quand même à faire un diagnostic, à faire en fonction de ce diagnostic, à choisir le meilleur traitement et que finalement vous n'avez plus le droit de le faire, parce que le mot essentiel qu'on a déjà dit, et je répète à chaque fois, c'est la perte de la liberté de soigner. C'est-à-dire que nous avons perdu le droit de choisir le meilleur traitement pour les patients en fonction des données acquises de la science. Nous devons maintenant respecter les injonctions dictées d'en haut. Alors, j'ai ramené quand même le cancer, un fléau qui rapporte, parce qu'effectivement, pour rappeler que ça s'est d'abord, chez Michel aussi, d'abord, ça s'est passé sur la cancérologie. On a été presque un terrain expérimental avec les plans cancer, et il faut appliquer une concertation pluridisciplinaire, ou en collectif, on va décider pour un patient qui n'est plus un patient, mais un objet avec... il a tel cancer, telle métastase, tel machin, on va lui donner tel protocole. Les gens appellent ça protocole. Je rappelle que protocole, en gros, ça veut dire traitement standardisé ou essai thérapeutique ou test. Ça a été mis à la place parce que ça faisait un peu trop peur. Mais protocole, c'est vraiment le truc qui est tout sauf individualisé. Donc, effectivement, c'est devenu absolument terrible. Alors, on parle de déserts médicaux, mais comme moi j'expliquais aux gens, à partir du moment où vous ne pouvez plus faire votre métier, vous allez aller vendre des bananes ou je sais pas, ou construire des maisons... ou faire de la recherche, oui, parce que là, vous allez aller dans un labo de recherche, vous allez être peut-être tranquille encore, vous ne pourrez pas faire la recherche que vous voudrez non plus, mais enfin, ça ne sera plus par rapport à l'humain. Parce que là, le plus terrible, c'est par rapport à l'homme, à la femme que vous avez en face de vous, au gamin que vous ne pouvez pas soigner. Moi, je reçois tous les jours des mails, je vous assure, là, j'ai reçu d'une petite jeune fille qui était dans le film Cancer Business Mortel qu'on avait fait avec Jean-Yves Bidien. On l'a sauvée, si j'ose dire. Gérard lui a sauvé sa jambe, nous on lui a sauvé la vie avec nos petites molécules. Elle avait 13 ans, elle doit en avoir 35 ou 30, et elle est chanteuse. Enfin, vraiment, c'est une fille formidable, et maman. Et dans le témoignage, elle avait dit, mais ça servait à quelque chose, le service de traitement individualisé, parce que la preuve, sinon je ne serais pas là, moi. Et là, elle m'a envoyé un mail hier soir en me disant, une petite fille de 15 ans dans un CHU de province, ostéosarcome, donc le même truc qu'elle a eu, à qui je peux l'envoyer? Et 15 ans, je n'ai pas de réponse. Le gamin, il va avoir l'essai thérapeutique en cours, le traitement standardisé en cours, si jamais il n'y a pas d'essai en cours. Il a 3 chances sur 4 d'être amputé parce qu'il y a de plus en plus d'amputations, et les gens qui savent faire autrement ne sont plus là, ils sont à la retraite, et on les empêche de travailler. Ceux qui veulent bien le faire, ils reçoivent des lettres de l'ARS disant qu'ils n'ont pas le droit de s'occuper des enfants de moins de 18 ans. Et moi, je n'ai pas de réponse. Et ça, je peux vous assurer que c'est cruel. Et pour elle aussi, ça va être terrible, parce que elle va revoir sa vie et se dire si j'étais maintenant, moi j'ai eu la chance, mais ouais, bien sûr. C'est terrible, et c'est en ça que pour les médecins, c'est absolument terrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup d'abandons, il y a beaucoup de chirurgiens qui partent à l'étranger. Les gens ils trouvent facilement du boulot à l'extérieur. Mais enfin, c'est vrai, c'est toute une vie et toute on a quand même le sentiment d'une grande dévalorisation du rôle du médecin, finalement, puisque il n'est plus qu'un intermédiaire qui exécute des ordres. C'est un robot soumis. C'est un robot soumis. On voit d'ailleurs, et c'est intéressant de le rappeler quand même, on voit qu'on commence insidieusement à voir arriver dans nos vies le fameux mythe des consultations virtuelles. C'est-à-dire, on se mettra derrière un ordinateur, on cochera des cases en disant j'ai mal à l'œil, le cou me gratte, et on aura... Là, je peux dire quand même, la consultation virtuelle a été institutionnalisée en pratique partout, dans tous les hôpitaux, par la concertation multidisciplinaire. Parce que qu'est-ce que c'est, une concertation multidisciplinaire? On n'a pas le médecin traitant, on n'a pas le malade, on regarde un dossier, on coche des cases. Bien là, maintenant, on va faire ça... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visite du patient, bien sûr que aucun examen du patient, non. Et puis, jamais. Et puis pire que ça se fait souvent par visioconférence. On ça dit, se fait par visioconférence. Stade 1, tel anaplasique, stade 1, tel âge. Et hop, on appuie sur le bouton et on a l'incas. Oui, l'information la plus personnalisée, c'est l'âge, quoi, en gros. C'est l'âge j'ai donné en général. Presque le poids, la taille, à la rigueur. Non. Je suis encore optimiste, ça dépend des consultations. On pèse plus les malades en adulte, ça c'est un problème de pédiatre. C'est ça. Alors on va passer quand même, la consultation, il faut dire un mot, parce que si vous voulez, la loi, excusez-moi, mais la loi, elle est passée le 17 décembre de 2015, donc, au Parlement, avec moins de 20 députés au passage, quand même, pour un truc qui met complètement en cause et qui touche 65 millions de gens quand même. Et quelques jours après a été autorisée la consultation en ligne à 295 € par expert.
Alors que pendant ce même temps, il y avait une grande bagarre pour savoir si on passait à la consultation du généraliste de 23 à 25 €. Alors on va passer à la deuxième partie de l'étude de cet ouvrage. On va s'intéresser aussi aux causes de toutes ces dérives et à l'importance évidemment de Big Pharma, donc les laboratoires pharmaceutiques et la corruption parsemée de conflits d'intérêts à tous les étages. Alors on voit déjà, il y a des choses absolument hallucinantes dans votre ouvrage puisque vous reparlez des molécules innovantes. Alors là, comme ça, sur le papier, les molécules innovantes, on se dit chouette, on va guérir mieux, plus vite, ça va être parfait. Alors là l'exemple est typique. Ils ont changé, les agences de sécurité sanitaire, celles qui délivrent l'autorisation de mise sur le marché, ont changé les critères d'acceptation des médicaments. Jadis, pour les médicaments anticancéreux, puisque c'est de ça qu'on parle principalement, mais c'est le modèle, c'est valable pour tous les autres. Pour les médicaments anticancéreux, on faisait des essais de différentes phases, dont les phases 3 étaient la comparaison du nouveau médicament aux anciens, et sur la survie. Pour le cancer, ça tue. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir si le nouveau médicament diminue le risque de meurtre. Et pour savoir, diminue la mortalité. Pour savoir, il fallait suffisamment de malades suivis suffisamment longtemps. Et bien sûr, le lobbying des entreprises pharmaceutiques a été de dire « vous nous faites perdre du temps de brevet et toutes ces durées d'admission, il nous faut 4 ans pour avoir un brevet. » Oui, ils ont surtout dit « regardez tous les pauvres patients que vous privez d'avoir des nouveaux... » C'est l'argument, mais la réalité, c'était « vous nous mangez 3 ans de brevet, donc on peut faire autrement, on va regarder simplement si ça marche sur la tumeur, donc ce n'est plus le malade qu'on regarde une fois de plus, mais la maladie. Et on le fait non plus sur un critère objectif, parce qu'un malade il est mort ou il est vivant, il n'est pas entre les deux, mais sur un critère subjectif qui est de demander à des amis radiologues si la tumeur a diminué ou pas sur le scanner. Comme ces gens-là sont en plus payés par le labo, s'ils trouvent que ça ne diminue pas assez souvent, ils ne seront pas dans le prochain comité de lecture de l'examen thérapeutique. Donc ils ont tout intérêt à dire que ça a bien diminué. Bien entendu. Ce qui fait qu'à la fois on a changé un critère pour un objectif contre un critère subjectif, on a diminué la durée de surveillance. Enfin, ça ne devrait pas être subjectif. La taille d'une tumeur, elle devrait être objective. Mais non, il faut la mesurer. Bah, on prend une radio. Prenons un scanner. Prenez un scanner. Vous avez une boule. Selon que vous coupez 2 mm au-dessus ou 2 mm en dessous, la boule n'a pas le même diamètre. C'est très facile de choisir. C'est très facile de choisir. Donc on peut manipuler les images. Complètement. Oui, mais même, de toute façon, il est important de comprendre que c'est une réponse sur une boule, justement, sur 4 mois. Et qu'avant de donner les autorisations de mise sur le marché, sur des vies, on vivait 50 plus. Et donc là, on disait, ah oui, quand même, si les gens ils vivent 50 plus, c'est mieux. Donc on est 4 mois sur une boule contre quelques années sur une vie, je crois, pour être simple. Dans notre dernier livre, avant-dernier livre, sur les bonnes questions à poser à votre médecin, on a pris 3 des cancers les plus fréquents, le poumon, le rein, pas le rein, c'est pas très fréquent, le poumon, la prostate et le sein. Et on peut affirmer de manière certaine que toutes les nouvelles molécules dans ces 3 cancers n'apportent rien en termes de survie, sauf une molécule sur les 50 qui ont été données, l'herceptine, qui apporte 0,5% de survie supplémentaire aux malades, sur l'ensemble des malades atteints de cancer du sein. Alors, finalement, je vais faire l'avocat du diable, mais ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les progrès de la médecine pour le cancer, c'est une vue de l'esprit depuis les 20 dernières années. Non, heureusement, il n'y a quand même pas que les médicaments. Il y a aussi la chirurgie, il y a aussi l'imagerie, il y a aussi les soins de soutien. Oui, elle veut dire, pour les médicaments, alors, pour les médicaments, il y a effectivement très peu. Et alors, je vais prendre 2 maladies qu'on connaît bien, puisqu'on en a vraiment traité énormément, les ostéosarcomes et les Ewing. Ce sont des cancers osseux, c'est des cancers de l'os. C'est des cancers de l'os. Il y a 6 mois, les gens qui ont fait des essais thérapeutiques sur les sarcomes d'Ewing ont été pleurés à la commission de Bruxelles et ont obtenu 6 millions d'euros pour faire un nouvel essai sur l'euro-Ewing. Et quel était leur argument? Nous avons fait, grâce à la commission de Bruxelles, plein d'essais thérapeutiques dans l'Ewing et en 25 ans, on n'a aucun progrès. Donc il faut continuer. Absolument. Voilà. Mais c'est eux qui l'ont dit. Dit écrit, on peut donner la référence à toute personne qui la souhaiterait. Vous tapez Cordis, vous avez là directement l'Europe qui vous donne les essais qui subventionnent, et c'est dans les attendus de la subvention qui est accordée de 6 millions. Sans compter que les labos vont rajouter tout ça, 6 millions d'euros, pour moins de 1000 malades. Donc vous imaginez un peu les sommes par malade qui tombent dans la poche pour faire marcher la machine à essai.
Alors j'ai une question rapide parce que ça va faire référence à la toute première émission qu'on avait faite, Nicole, justement sur les traitements, les essais thérapeutiques avec Karine Curtet. Est-ce que tous les patients qui rentrent dans ces phases d'essais thérapeutiques sont au courant qu'on est en train d'essayer sur eux ? En gros, non, puisque, écoutez, comment voulez-vous qu'un... Bon, donc on a dit au bout de 4 mois, on a une autorisation de mise sur le marché provisoire. Comment voulez-vous qu'un patient auquel on dit « Oh, vous avez de la chance d'être français, on va donner un médicament, une thérapie précoce », on appelle ça des thérapies précoces, un médicament nouveau, elle est remboursée par la sécurité sociale à 100%. Le prix est astronomique. Le prix est à 5 000 €. Donc plus c'est cher, mieux c'est. Mais voilà, et elle a l'autorisation de mise sur le marché. Comment voulez-vous qu'un patient normalement constitué imagine que finalement il sert de cobaye parce que l'étude courte dont on a parlé tout à l'heure sur la boule, parce qu'on n'a pas dit, ça s'appelle maintenant des études pivots, et c'est sur 150, 200 personnes, et c'est sur 1 an, 18 mois au lieu des 15 ans d'avant. Oui, parce que ça c'est fondamental aussi, le panel est beaucoup plus faible. Ben oui, c'est pour ça, si vous voulez. Beaucoup moins de malades, beaucoup moins longtemps. Les molécules innovantes, il y en a sûrement qui un jour ou l'autre peut-être marcheront bien, mais avant on les essayait. Je veux dire, on ne mettait pas dans la circulation, et encore moins à 5 000 € le mois, des médicaments qui avaient été si peu testés. Donc qu'il apparaisse des effets secondaires, y compris graves, chez 2-3% des patients, voire mortels pour un certain petit pourcentage, mais c'est quand même trop quand c'est à cause d'une molécule. C'est pas étonnant. Donc effectivement, l'innovation, puis l'innovation à tout prix, c'est pas parce que quelque chose est neuf que c'est forcément mieux. On peut espérer qu'il y ait des innovations, on les teste, mais nous, ce qui nous choque le plus dans tout ça, c'est pas tellement qu'on donne des innovations aux gens qui seraient vraiment à bout d'une histoire, mais c'est qu'ils n'ont plus les traitements éprouvés. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par dire bah, vous avez, madame, un cancer de, je sais pas moi, de l'estomac. Oui, on ne commence pas par appliquer ce qui marche en se disant après, bah, tiens, tout ça n'a pas marché, donc là, on peut faire un essai. À ce moment-là, on pouvait faire un essai. D'abord, les gens le savaient, ils avaient eu 4, 5, 6 traitements de chimiothérapie, on avait opéré si on pouvait opérer, on avait radiothérapie. Et là, on partirait sur le traitement de la dernière chance. Voilà, ça, c'était pas vraiment choquant. Mais là, cette espèce de TGV qui fait qu'on donne à tout le monde les nouvelles molécules, enfin, tout le monde... En tout cas, tous les gens qui ne résistent pas, c'est pour ça qu'on a écrit... Et tous les enfants, visiblement. Ah bah, les enfants, ils sont inclus systématiquement. Ça a été en premier, parce que vraiment, le raisonnement, c'était il y a que... Voilà, le raisonnement, il n'y a que 2500 enfants de moins de 18 ans, on va dire, qui ont le cancer, donc il faut tous les inclure. Donc il y a 40 maladies, donc si on n'en les inclut pas tous, on ne pourra pas avoir de conclusion scientifique. Ce qui d'ailleurs aboutit à les rentrer parfois dans plusieurs essais en même temps. En plus, oui, puisque Karine Curtet, la présidente d'Amétis, avait bien expliqué qu'il y avait effectivement au moins... Plus de 3200, je crois, contre 2000 enfants malades du cancer. Voilà, c'est ça. Mais donc il faut vraiment comprendre que c'est une machine infernale qui est en route. Il y a juste une question que je voulais poser, parce que vous en parlez aussi dans l'ouvrage. C'est l'utilisation ou non des tests avec le placebo. Ah oui, alors la deuxième, ça c'est tout à fait fondamental. Ce sont les principes éthiques dont on peut parler. Enfin, c'est aussi les tests. Jadis, on comparait aux meilleurs traitements connus. C'est d'ailleurs la référence de l'Association médicale mondiale. Quand vous regardez, qui a été proclamé à maintes et maintes reprises, tous les 2 ans, il y a un congrès international qui le donne. Ça a été à Singapour. Qui fait suite au code de Nuremberg, qui fait suite quand même au procès Nuremberg des médecins. Alors, qui disent bien, on doit essayer, dans les maladies mortelles, donc le cancer, on doit toujours comparer au produit le meilleur connu, au meilleur traitement connu. Le gros problème pour les laboratoires, c'est comparer un nouveau produit au meilleur produit connu, c'était à peu près sûr qu'il sera moins bon. Oui, bah ça on l'a vu avec l'émission avec le professeur Even, où on a vu que l'innovation des médicaments, finalement, c'était toujours la note la plus mauvaise, ou presque, quoi. Absolument. Donc il n'y avait aucun degré d'innovation. Alors il faut bien comprendre que le business des essais est très florissant et rapporte énormément d'argent. Et il n'y a qu'à regarder la base européenne de données des essais thérapeutiques. Imaginez qu'actuellement, il y a 50 000 essais en cours dans l'Union européenne qui ont eu le label européen. Plus 50 000 autres essais thérapeutiques qui sont faits par les différents pays. Donc on a actuellement 100 000 essais qui sont valides sur les pays de l'Union européenne. 100 000 essais. Et quand vous regardez les progrès thérapeutiques qui sortent de ces 100 000 essais, où est-ce qu'ils sont? Alors, sur ces 100 000, 80% de ces essais, donc 80 000 essais, sont à la demande de l'industrie pharmaceutique. Et en réalité, la seule chose que recherche l'industrie pharmaceutique, c'est pas d'améliorer le taux de survie, c'est d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché le plus rapide possible. Donc, lorsque vous participez à un essai, vous avez peu de chances d'être amélioré. Dans certains cas, vous allez même nettement moins bien.
Il y a plusieurs essais qui portent tort aux malades qui sont mis, sans les tuer, hein, mais qui leur diminuent un peu la durée de survie. Et vous avez très peu de chances d'avoir de gain. Les seuls qui gagnent, c'est l'industrie pharmaceutique qui va, grâce à ça, obtenir son autorisation de mise sur le marché d'un produit qui, 5 ans après, on se rendra compte qu'il est mauvais. Et quand je dis ça, c'est pas en l'air. L'un des plus célèbres, un des premiers médicaments nouvelle drogue, c'était l'Avastin. L'Avastin a bénéficié pour le cancer du sein aux États-Unis d'une autorisation de mise sur le marché accélérée. En 3 mois, ils l'ont obtenue parce que les malades en avaient absolument besoin. Eh bien, actuellement, on sait très bien que ça ne sert à rien dans le cancer du sein. Et mieux que ça, la Drug and Food Administration, donc l'agence américaine du médicament, a retiré cette indication en disant que c'était nocif et qu'il ne va pas le faire au bout de 2 ans. Oui, c'est ce dont vous parlez, tous ces médicaments iatrogènes, en fait. Qui sont inefficaces. Et qui ont le risque. Tous les médicaments ont le risque. Le problème, c'est le bénéfice-risque. Et là, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas de bénéfice. En tout cas, il n'y a pas le bénéfice. Il n'y a pas le miracle qui est marqué sur les grandes revues, partout. La recherche. Là, vous avez la révolution dans le cancer, et puis après vous vous apercevez que c'est un médicament qui d'accord, a rapporté 6 milliards d'euros par an au laboratoire qui le vend. Ça, c'est une révolution. Mais mondialement, quand même, 6 milliards d'euros, ça c'est l'Avastin par exemple. Oui. Mais que finalement, les progrès thérapeutiques pour les patients sont soit nuls, soit presque rien, presque nuls. C'est-à-dire, ils peuvent être dans les 3, 4 mois, 6 mois, effectivement, on va peut-être passer de 4 mois à 6 mois. Et encore, par rapport au placebo. Et ça, pour redire là-dessus quand même, il y a encore 15 ans, on disait qu'il était carrément formellement interdit de faire un essai contre placebo chez un cancéreux. Enfin, chez tout malade, enfin, qui risquait sa vie. Par opposition au volontaire sain, où on avait le droit de faire le placebo. Maintenant, ils nous font quand ils vous disent que c'est une amélioration de 2 mois, 3 mois, 1 mois de survie en plus, ou 70 jours de survie en plus, c'est par rapport au placebo. Par rapport à rien. Alors que par rapport à rien, de fait. Et si vous regardez les... Il faut quand même s'inquiéter à la rigueur des résultats des médicaments qui ne donnent pas plus de résultats que le placebo, parce que finalement, ça n'incite pas vraiment à aller chez le médecin. C'est ça, ils vont vous dire ça fait 1 mois, et alors là, vous aurez ces grandes questions fréquentes, où on vous dira, mais si c'était vous, 1 mois de survie en plus, ça serait bien pour... Oui, d'accord. Mais dans quelles conditions? Et sauf que ces mois en plus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on les aurait obtenus pour la plupart des patients par les traitements conventionnels qui ont été mis au point depuis 30 ans, éprouvés, absolument, et publiés. Hein, donc c'est pour ça qu'on a essayé de pousser un petit peu les patients, parce qu'ils ont le droit encore quand même maintenant de dire à leur médecin, mais vous me proposez telle molécule, mais pourquoi vous proposez? Alors en gros, ils vont vous dire c'est à la réunion. Alors déjà, quand ils vous disent c'est à la réunion, c'est déjà un argument relatif. Hein. Oui, si vous étiez tout seul, vous m'auriez donné quoi? Qu'est-ce que vous m'auriez donné il y a 5 ans? Et est-ce que ces traitements sont encore disponibles? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui nous disent... Ah ben oui, mais si j'ai pas ça, j'aurais rien. Mais c'est pas vrai. Vous avez parfaitement le droit d'avoir les traitements qui sont encore, et d'ailleurs qui sont encore donnés. Il y a quand même encore beaucoup de cancérologues qui les donnent. Mais est-ce que les patients peuvent véritablement refuser un traitement? Est-ce qu'ils ne sont pas complètement ostracisés, laissés de côté par la suite? C'est pour ça qu'on écrit tous ces livres, si vous voulez, pour essayer de leur dire mais ne soyez gentil, pas en abus de faiblesse. Mais vous n'exercez plus, comment font les gens après? Non, mais je veux dire, ne soyez pas en abus de faiblesse. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Il y a quand même 9 médecins sur 10, j'espère, qui ne va pas ostraciser le malade parce qu'il aura refusé une molécule. Bon, lui, il va avoir des ennuis si tous ces malades refusent des molécules, parce que lui, il va être exclu rapidement du système, par justement l'Agence régionale de santé. Mais enfin, les malades, les médecins sont aussi contents que leurs malades soient en cohérence avec eux. Donc, il y en a quand même beaucoup qui vont accepter d'avoir des traitements conventionnels. Faut pas exagérer, faut pas... je veux dire, et au contraire, moi, je pense qu'ils seront contents de redevenir le médecin et de ne plus être le robot. Oui, mais dans ce cas, il risque de s'exposer à d'autres foudres. Bien sûr. Et justement, c'est là où on va arriver, puisqu'on va s'intéresser à ce ministère contre la santé, et notamment dans un premier point, à quelque chose que vous avez déjà évoqué, Nicole, les ARS, les agences régionales de santé, qu'on pourrait appeler, alors j'avais choisi une justice parallèle et sans appel, vous m'avez dit justice, non, plutôt inquisition. Absolument. L'acquisition avait ça de particulier, c'est que la personne accusée ne savait pas de quoi on l'accusait, ne connaissait pas les preuves qui étaient fournies à la charge, et n'avait pas non plus d'avocat, puisque l'avocat, c'est celui qui était nommé par l'Inquisition, qui était lui-même un prêtre de l'Inquisition, qu'on appelait l'avocat du diable. Donc, effectivement, l'accusé... J'aurais dû choisir un autre exemple tout à l'heure. Non, mais c'est la même chose. Lorsque vous êtes attaqué par l'ARS, vous n'avez aucun moyen de recours.
On vous dit, vous n'avez pas respecté telle règle que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'ARS en fait? Est-ce que c'est au sein des hôpitaux? Est-ce que c'est installé en marge dans le ministère? En gros, c'était pour les plus anciens d'entre nous. Et ils se rappelleront qu'il y avait des administrations qu'on appelait les DRAS et les DAS, si je me souviens bien, qui étaient des administratifs purs, des gens qui étaient dans les bureaux, qui faisaient les papiers, qui servaient d'intermédiaires. Et ils sont sur place dans les hôpitaux? Non. On leur a offert des super locaux. Il y a l'Agence régionale de santé, je crois. Il y a des super locaux à côté du périphérique, si vous passez. C'est du côté de Porte de Villiers par là. Non, ils ont des super locaux. Non, si vous voulez, ils ont regroupé 7 ou 8 administrations qui existaient. Or, dont certains services du ministère, ils ont regroupé ça, ils ont mis sous l'autorité dans chaque région d'un directeur général de l'Agence régionale de santé. Et donc, ça met la grande différence avec les administrations d'autrefois, c'est que là, on a donné un pouvoir de décision. On a créé des bords. De décision, oui, mais plus que de préfet. En fait, c'est des préfets de la santé. Qui ont le droit de décider que l'hôpital de radiothérapie d'Argenteuil ou de je sais où va être fermé parce qu'il a fait que, je vais dire n'importe quel chiffre, mais 2500 consultations au lieu de 3000, que tel service de chirurgie n'aura plus le droit de faire de prostatectomie, de s'occuper des cancers de la prostate parce qu'ils auront fait 19 l'année dernière au lieu de 20, que tel service de cancérologie pédiatrique fermera parce qu'il faisait du traitement individualisé, il ne mettait pas systématiquement les gens dans les essais, donc ça c'est pas bien, même si tous les patients étaient contents. Donc ils décident. Ils réalisent ce que font les autres chefs d'entreprise, puisque maintenant c'est nos entreprises, les fusions-acquisitions. Je décide que l'hôpital de Villeurbanne, il va travailler avec celui de je ne sais où, alors qu'avant, celui-là, il travaillait avec le CHU du coin et tout le monde était content. Mais non, ils décrètent que c'est avec un autre... Voilà, c'est le mariage forcé. Ils font des mariages forcés. Ils essaient de rentabiliser sur le papier pour essayer effectivement de fermer, de mettre telle clinique avec d'obliger telle clinique qui fait, je sais pas, de la chirurgie thoracique, on va dire, qui est obligée à travailler avec l'hôpital du coin qui en fait aussi, et selon les mêmes méthodes, et de se réunir entre eux avec les mêmes critères, etc. Donc c'est vraiment... Le préfet de la santé, il décrète qu'on organisera maintenant comme ça. Et d'ailleurs, je dois dire quand même, c'est que les gens qui travaillent à l'intérieur de ces agences régionales de santé sont en burn-out pas possible, en épuisement professionnel aussi. Il y a dedans beaucoup des médecins inspecteurs de la santé qui existaient avant, qui dépendaient du ministère de la Santé, des pharmaciens inspecteurs de la santé qui dépendaient aussi du ministère avant. Et tous ces gens-là sont sous l'autorité maintenant d'un grand chef qui n'est pas médecin, pas pharmacien, pas tout ce qu'on veut, ou si par hasard il l'est, au bout de quelques années, de toute façon, il est surtout devenu bureaucrate. Et n'ont plus rien à dire. Ils sont tous broyés par la machine et ils vous écrivent, je pense que c'est dans celui-là ou dans l'autre, je ne sais pas où on a cité. C'est dans l'autre. Ils vous disent, ils font des papiers toute la journée, ils remplissent des tableaux Excel, etc. Ils ne savent absolument pas à quoi ça sert, et d'ailleurs ça ne sert à rien. Et au lieu d'effectivement aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Parce que, bon, moi je ne sais pas, cette histoire des 3 morts de Nantes, s'il n'y a peut-être pas eu de faute, j'en sais rien, je ne peux pas a priori. Mais le fait qu'on puisse se dire qu'il y a peut-être une faute, où tout le monde pense qu'il y en a eu, c'est quand même bizarre. Au lieu de se dire, ils n'ont vraiment pas eu de chance, on sait qu'ils travaillent bien là-bas. Oui, c'est que maintenant, c'est quasiment acquis qu'il y a eu un problème quelque part. Alors qu'après tout, j'en sais rien. Mais c'est justement parce que cette surveillance de base banale, habituelle, a disparu. Et puis, les gens sont pressés, quoi. Je veux dire, quand on vous dit, telle infirmière, alors je ne sais plus où l'autre jour, telle infirmière avait soi-disant donné une surdose d'un médicament à un patient et le patient sa mort. C'est elle qui va l'avoir sur le dos, j'imagine, mais enfin, elle avait 150 patients en charge. Comment on peut avoir 150 patients en charge? Donc, le premier responsable, c'est évidemment le directeur qui va vous dire que lui... ça. Oui, mais je vous parlais tout à l'heure de nos EHPAD, là, nos maisons de retraite. Ouais. De retraite. Et là, il nous racontait tranquillement que la directrice, il y en avait 3 d'ailleurs sur le dos, elle disait, mais il faut rentabiliser. Comment je peux rentabiliser, madame? Diminuer le personnel. Dans un hôpital parisien récent, une malade nous a raconté que lors de son pansement, il y avait une sonnerie au bout de 8 minutes parce que l'infirmière avait épuisé le temps de pansement. Ah oui.
c'en est là. Oui, elle a pitié. Ça, donc elle a fait que la moitié du pansement ou elle a quand même terminé? Mais elle a fait que la moitié de la toilette après, peut-être. Il y a la sonnerie. Bah, elle fera peut-être pas la toilette ce jour-là. Écoutez, on peut pas tout faire. Hein. Le pansement, la toilette, les repas. Oui, c'est ça. Pourquoi pas manger en plus? Manger d'ailleurs au passage, manger. La faillite, le Titanic sur la nourriture. Récemment, nous avons eu un comité pour la nutrition à l'hôpital qui a bien expliqué que ce qu'on donnait actuellement dans les hôpitaux français était inférieur en nombre de calories à ce qu'il fallait leur donner. Oui, mais le coût est défiant toute concurrence. Absolument. 3,75 € pour les trois repas. Attention, qui fait mieux là? Heureusement qu'il y a quelques malades qui ne mangent pas, ceux qui vont être opérés au bloc opérateur, on leur supprime leur repas ce jour-là. Ça permet peut-être aux autres de manger un peu moins mal. C'est d'avoir une pomme pleine de pesticides en plus. Ouais. Alors, quand on s'intéresse aussi au ministère de la Santé, on a vu évidemment que finalement c'est toute la bureaucratie qui a été développée, qui est quand même extrêmement nocive pour le système de santé en tant que tel. Quand même, hein, parce qu'on fait toujours 13,5% du PIB. Et dans ce qui coûte cher aussi, évidemment, on va parler des grandes campagnes de prévention ou de publicité selon. Alors on a vu par exemple les campagnes un peu étonnantes, voire paradoxales parfois, comme par exemple celles qui mettent en avant la lutte contre le cancer, notamment avec les dépistages, mais qui dans le même temps va faire la promotion de la contraception, notamment de la pilule. Oui, non, mais je reviendrai quand même, puisque c'est à la mode. On n'est pas loin d'Octobre Rose et il n'y a pas loin non plus de la concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein. Il faut lire le rapport en entier. Il ne faut surtout pas lire ce qu'en dit le ministre. Le communiqué, malheureusement, est très lapidaire, dirons-nous. Mais là, ils ont reconnu lors de la concertation citoyenne qu'aucun examen des résultats de ce dépistage de cancer du sein n'avait été fait en France. Et ils ont reconnu également qu'ils avaient tous les moyens de le faire, qu'il y avait un registre national pour le faire, qu'on savait très bien ce qu'étaient devenues les femmes selon qu'elles étaient dépistées ou pas. Mais il est hors de question d'examiner peut-être que ça ne donnerait pas les chiffres qu'on veut avoir. C'est bien entendu le problème. On ne peut pas imaginer. Alors la réponse de la ministre, qui est bien entendu, on va confier à l'INCa, l'Institut national du cancer, qui est responsable depuis toujours d'Octobre Rose, depuis sa création. Hein, c'est lui qui suscite et qui est le premier bénéficiaire. Puisque quand vous dépistez, vous trouvez plein de cancers qui ne sont pas des vrais cancers, mais qui vont être traités. Ce qu'on appelle le surdiagnostic. Le surdiagnostic. Et c'est quand même ça qui fait bien marcher les grands centres anticancéreux, le surdiagnostic. Donc il ne faut surtout pas casser le surdiagnostic. Et donc c'est l'INCa qu'on va charger de réformer le dépistage. Oui, donc juge est parti comme toujours. Comme d'habitude. C'est vraiment le grand problème en médecine, et on n'aura peut-être pas le temps de le dire plus, mais le problème des agences et des experts, c'est justement qu'on est tout le temps jugé parti. Que l'expert, il est à la fois membre il expertise des médicaments, mais il est à la fois membre de du comité de surveillance. C'est ce qu'avait dénoncé M. Even largement, en rappelant que 100 professeurs en France touchaient plus de 500 000 € de l'industrie pharmaceutique. Et ce n'est pas pour leur grande qualité, c'est simplement parce que ce sont des experts ou ce sont des conseillers du ministère. C'est ça qu'on rembourse, c'est pas autre chose. Alors on va ouvrir quand même une dernière page, comme on a déjà beaucoup avancé, qu'il nous reste évidemment pas suffisamment de temps, comme toujours Nicole. C'est une page sur laquelle vous avez beaucoup de votre expertise à nous apporter, Gérard Delépine. C'est la page de la sécurité sociale. Alors on sait qu'aujourd'hui, en gros, on évalue le déficit à un petit peu plus de 4 milliards d'euros, il me semble, en France. Et la gestion est absolument incroyable, parce que là, tout à l'heure, on a parlé des molécules innovantes qui avaient un coût absolument dingue et qui sont remboursées. Oui, mais non, le problème n'est pas là. C'est que la sécurité sociale n'existe plus. On l'appelle sécurité sociale. Jadis, De Gaulle avait créé la sécurité sociale comme un organisme paritaire. Les patrons et les syndicats ouvriers décidaient de sa gestion. Mais bien entendu, le budget de la sécurité sociale étant supérieur à celui de la nation, notre pouvoir a refusé que ça dure. Et donc, ils ont pris le pouvoir. Donc, actuellement, c'est la ministre. C'est l'État, en fait. C'est l'État qui décide ce que rembourse la sécurité sociale. Et c'est là où ça ne va pas du tout. Donc, si les molécules innovantes sont remboursées à un prix complètement astronomique, alors qu'on peut dire que leur valeur médicale est très faible, c'est parce que la ministre l'a décidé. Enfin, l'État l'a décidé. C'est pas pour autre chose. Alors, ce n'est pas la sécurité sociale. On a l'impression, comme vous avez tous les deux travaillé en cancérologie, on a l'impression qu'on parle du cancer, mais il me semble que c'est encore un débat qu'on a vu avec avec l'hépatite C, avec l'Alzheimer. Contre la dégénérescence de la macula aussi, il me semble qu'il y avait deux produits, dont un qui coûtait 600 fois moins cher. Absolument. En fait, c'était le même d'ailleurs, mais c'était pas le même laboratoire. Et ils avaient fait un accord entre eux.
Et ils n'ont pas été sanctionnés pour cet accord. Il faut savoir, effectivement, disons-le, nous on a beaucoup parlé du cancer, mais bon, je pense par exemple celui qu'on a appelé cancer, les bonnes questions, bon, on a effectivement donné des exemples sur le cancer, mais c'est exactement le même problème sur les maladies chroniques. Sur l'hépatite virale. Sur la sclérose en plaques, sur les maladies neurologiques, comme ça. L'Alzheimer. Sur les maladies rhumatologiques, parce qu'évidemment, il y a une telle part de gâteau qu'il ne faut pas que ça échappe aux autres spécialités. En endocrinologie, apparemment, il y a des problèmes majeurs aussi avec le prix des nouvelles insulines qui sont souvent pas très justifiées. En tout cas, le fait de prescrire ces nouvelles insulines est injustifié et leur prix est délirant. Donc, effectivement, nous, on a donné les exemples en cancérologie parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais manifestement et malheureusement, c'est sur l'ensemble de toutes les spécialités médicales et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes drogues, en fait. Parce que si ça ne marche pas dans tel truc, on essaie de la refiler au voisin. D'accord. Et on a quand même finalement l'impression que c'est quand même dramatique que le ministère de la Santé, que toutes ces agences autour du secteur médical œuvrent contre le peuple. Bon, mais ce que je veux rappeler, moi, toujours, c'est l'Italie. En Italie, nos amis italiens nous expliquent clairement que la mafia devient inexpugnable à partir du moment où elle a le contrôle politique. Et actuellement, nous pouvons dire que certains groupes de pression, qui sont très proches de la pharmacie, ont pris le contrôle politique de la France. Et donc, le ministère ne protège plus la sécurité sanitaire des Français, mais l'intérêt de l'industrie pharmaceutique et des grandes assurances. Et c'est ça le vrai drame. Pour illustrer cet exemple, on peut prendre l'affaire de l'amiante, il me semble, où on voit qu'on a deux situations totalement différentes en France et en Italie. Absolument. Alors ça, c'est un autre problème qu'on n'a malheureusement pas assez abordé dans ce livre, c'est l'indépendance de la justice. Le problème, c'est que... Ça sera le prochain. Absolument. C'est une bonne idée. Parce que l'indépendance de la justice en matière de santé est essentielle dans la sécurité sanitaire. Là, qu'est-ce qu'on fait nos députés? Parce qu'on n'est pas sûr que les victimes de la dernière catastrophe sanitaire, mais de la prochaine, ça sera pareil, ne soient indemnisées par le laboratoire, puisqu'on ne n'arrivera jamais à dire qu'il est responsable, ce pauvre labo. C'est par hasard que c'est arrivé. Donc, ils ont créé un fonds d'indemnisation, c'est nous qui allons payer. Alors, soi-disant qu'on le récupérera un jour sur le labo. Non, c'est nos impôts qu'on a augmentés qui vont servir à payer les dégâts que font les pharmacies. Donc, la Big Pharma empoche les bénéfices et nous payons les dégâts. Bien, on a vu que finalement la déroute de ce système de santé était quand même étroitement liée au lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Je pense que, Nicole, on peut inviter les téléspectateurs qui ne l'ont pas encore fait à regarder l'avant-dernier, donc numéro d'Oxygène avec le professeur Philippe Even et Marie-Odile Berthelage-Effroy, qui d'ailleurs connaissait bien l'affaire de l'amiante. Oui. Absolument. Et puis, du coup, on se reverra tous les trois pour le prochain livre sur la justice dans le système de santé. Il y en a beaucoup à écrire. Absolument, si on a le temps de l'écrire. Sur l'éthique aussi, parce que je pense qu'il faut que les gens s'intéressent quand même effectivement aux lois qui nous ont protégés. Depuis la dernière guerre mondiale. Depuis Nuremberg, enfin, le procès des médecins nazis, et donc toutes ces lois qu'on suivi, enfin la Convention d'Helsinki, qui disait que l'intérêt, alors on va peut-être conclure là-dessus, que l'intérêt collectif ne doit jamais primer l'intérêt individuel. En médecine. Dans les soins des patients. Or, nous, gouvernement français, nos gouvernements ont signé toutes ces conventions. Ils se sont engagés à que l'État, que l'intérêt privé soit prime sur l'intérêt collectif. Mais pour les vaccinations, ils disent toujours que il faut, au nom de la santé publique, que vous acceptiez la vaccination, même s'il y a un risque pour vous. Mais c'est pour ça, moi, je pense que, ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est peut-être de revulgariser ces textes éthiques, parce qu'il semble bien que les gens ne les connaissent pas tellement. Ceux qui les ont vécus sont morts. Et parler de ce code de déontologie qui évolue et montrer qu'on est quand même très loin du serment d'Hippocrate. On voudrait. Mon seul maître est le malade. Mon seul correspondant valable, c'est le malade. Et actuellement, maintenant, c'est l'État. Mon seul maître est l'ARS. Voilà. Mon seul maître, oui, la ministre, l'ARS étant les préfets, étant évidemment sous les ordres du ministère. Donc c'est là où on mesure la différence. Et les lobbies pharmaceutiques n'ayant d'efficacité que parce que les politiques le veuillent bien. Donc il ne faut pas... Eh bien, je vous remercie beaucoup, tous les deux. Merci. Voilà beaucoup d'idées pour nos candidats. À votre service. Nos candidats à l'élection présidentielle. Ça sera dans Cap sur l'Élysée, dans notre petite rubrique tous les mercredis, pour donner de bonnes idées aux candidats à la présidentielle, comme ça on saura qui en ont bien besoin.
qui en ont bien besoin, et puis on saura qui veut bien s'engager. Parce que le problème, c'est qu'il y a effectivement 6 000 milliards de dollars qui sont en cause dans le marché de la santé si on marchandise au niveau mondial. C'est ce qu'on essayait de faire. Le TISA, alors il faudra peut-être qu'un jour on fasse une mission sur le TISA ou l'accord commercial sur la santé. Évidemment, en gros c'est le TAFTA sur la santé. Voilà, oui, absolument, mais qui était en voie d'être signé. J'invite les téléspectateurs à regarder éventuellement ce que disent les réseaux québécois pour essayer, qui ont bien analysé ça. On a mis les références là-dedans. Eh bien parfait, du coup je rappelle les références de ce livre, Nicole et Gérard Delépine, Soigner et obéir, les premières mesures urgentes pour éviter le naufrage, chez Fauve Édition. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie beaucoup et bonne lecture.